Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling. Et ce soir, nous allons nous arrêter sur la nouvelle Le Phoque Blanc, puisque je le rappelle, Le Livre de la Jungle est un recueil de nouvelles. Nous en avons déjà lu 3. Nous avons déjà lu Les Frères de Mowgli, La Chasse de Kaa et Au Tigre, Au Tigre. Ces 3 nouvelles présentant justement le personnage bien connu du livre de la jungle de Mowgli. Et ce soir, on va entamer donc les nouvelles qui ne font pas mention de ce personnage, en tout cas de ce que j'ai cru voir sur internet quand je me suis informé sur l'œuvre. Donc voilà, a priori ce soir, le Phoque Blanc sera la première nouvelle de ce recueil sans les personnages bien connus du Disney. Tout d'abord, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu tout d'abord sur Twitch. De ce fait, forcément, je vais discuter avec les viewers. Et si ces discussions vous embêtent et que vous voulez simplement passer à la lecture, je vous invite à rejoindre la description de la vidéo, où vous trouverez des timecodes vous permettant de naviguer à votre gré dans cette vidéo. Voilà voilou pour le petit disclaimer, et on va passer comme d'habitude sur une petite introduction de 10, 15, 20 minutes grand maximum si vraiment je dépasse et je bavarde beaucoup, ce qui arrive souvent, donc peut-être. Mais voilà, vous savez un peu comment les lives de lecture se passent, pardon. Je vais d'abord faire une introduction, le temps que les personnes qui voudraient absolument suivre la lecture en live puissent arriver. Je vais en profiter pour parler avec vous, en profiter pour un peu vous donner les news concernant les prochains lives, etc., concernant d'autres projets personnels, et voilà. Ensuite on passera à la lecture, on se fera une pause de la lecture, et ainsi de suite. A savoir que ce soir, ça sera encore une fois un live relativement court, puisque vu qu'on est sur un recueil de nouvelles, forcément, c'est plus compliqué à séparer en vidéos régulières, etc., que lorsque je le fais sur des romans. Donc du coup, là, je me suis donné comme objectif de faire en gros une nouvelle par soir, ce qui fait que selon la taille de la nouvelle, les lives durent plus ou moins longtemps. J'ai tellement du mal à m'exprimer, je suis désolé, je suis très fatigué, je vais vous expliquer un peu ce qui explique mon état. Enfin voilà. Donc je pense que le live de ce soir ne devrait pas durer trop longtemps, je pense qu'on en aura fini en une petite heure je pense. C'est donc le 4ème sur 7 comme je le disais d'ailleurs, donc j'en profite dans les news entre guillemets pour vous dire que là le planning est défini et que a priori je vais faire toutes les nouvelles à la suite enchaînées, sauf si vraiment j'ai un imprévu. Ça devrait se suivre assez rapidement, assez facilement. Et du coup, on devrait faire un live mercredi 11 juillet 2018. On devrait faire un live samedi 14. Et on devrait faire le dernier live mardi 17. Voilà. Comme ça nous aura fait terminer le livre de la jungle en entier. Là, ça faisait du coup une semaine qu'on n'avait pas live. Comme je le disais, j'ai eu une fin de semaine un peu chargée. Déjà, mardi, j'ai fait un live de gaming pour la première fois depuis plus d'un an. Ça m'a halluciné quand j'ai vu que ça faisait déjà plus d'un an que j'avais pas fait de gaming. J'y songe souvent à faire du gaming. Le problème, c'est que faut que je trouve un jeu qui m'intéresse suffisamment pour que je veuille y jouer régulièrement et que ça fasse pas tout simplement un pétard mouillé et que voilà, je ne lance pas des lives de gaming sur un jeu que je joue une fois et que sur lequel je ne retourne jamais. J'aime bien faire des aventures suivies plutôt. Donc si je trouve un jeu, il faut que ce soit un jeu sur lequel je sois vraiment très intéressé quoi. Donc voilà, les lives de gaming, au moins vous savez ce qu'il en est. Je ne sais pas si ça reviendra, mais ce live de gaming sur We Were Here Too avec Mirani était très agréable. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir Mirani en ce moment, il fait plein de lives et c'est super cool. Il teste plein de petits jeux indépendants ou peu connus. Et du coup, ouais, ça fait super plaisir de voir ça. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire avec Mirani des lives un petit peu dans le genre qu'on a pu faire la dernière fois. C'était vraiment très plaisant, vraiment très agréable. Malheureusement, je m'en suis rendu compte, comme quasiment à chaque fois avec le gaming, je m'en suis rendu compte lors de la mise en ligne de la rediffusion.
La qualité sonore du live n'était pas excellente, voire était tout à fait désagréable. Donc je suis un peu déçu de ça. Mais ouais, en fait le truc c'est qu'à chaque fois on prend le temps de faire des réglages en amont, tout semble fonctionner, puis on arrive en live, on demande aux viewers si tout se passe bien, sauf que bah c'est difficile de se faire, enfin de se comprendre entre viewers à l'écrit et nous à l'oral, et puis on n'a peut-être pas la même notion de ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Enfin bref, du coup on a cru que le live était parfaitement réglé, et au final à la rediffusion j'étais vraiment déçu, j'étais là, oh non, on a fait 3 heures de live avec une qualité sonore vraiment médiocre, donc j'étais un peu déçu et à chaque fois je le suis. Et du coup on s'est donné comme objectif avec Mirani que si on refaisait des lives de ce style, on prendrait tout le temps nécessaire à ce que l'audio soit vraiment de qualité, parce que tout simplement l'audio c'est quasiment le plus important dans une vidéo. Donc si l'audio est naze, bah c'est juste pas agréable, voire exclu de regarder la vidéo. Donc voilà. Princess Claw qui nous rejoint. Bonsoir Princess Claw, ça fait plaisir de te voir parmi nous et merci pour l'hébergement, le host. Ça fait super plaisir, bienvenue. Comment vas-tu mon ami? Comment vas-tu? Je me dépêche de boire parce que je vous avoue que je suis en train de mourir de chaud encore une fois. Donc je vous souhaite à tous santé. Venez vous asseoir autour du feu. Installez-vous sur des coussins. Prenez à manger, à boire, on va bientôt démarrer la lecture. Mais j'ai encore quelques petites choses à vous dire dans cette introduction. Déjà, j'étais occupé ces jours derniers, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live depuis mardi. C'est que j'ai reçu quelques amis chez moi. Et donc ça a été l'occasion de faire un grand week-end de jeux de société. Et également de tests de mes jeux de société, c'est-à-dire que j'ai développé, entre guillemets, ou je suis en train de développer des jeux de société que j'ai fait tester à mes amis pour voir si, enfin pour avoir leur avis sur le jeu, sur les jeux, voir comment ils pensaient que ça pourrait évoluer, s'améliorer, etc., etc. Et du coup, Mission Secrète, sur lequel on avance bien en ce moment, parce que là, clairement, Mission Secrète est en fin de développement. En tout cas, le jeu, en termes de mécanique, est vraiment, je pense, nickel, entre guillemets. Du moins, on a fait énormément de tests, et ça semble concluant. Et bien du coup, Mission Secrète, on a pu le tester. On a pu tester la seconde extension avec mes amis, et ça s'est super bien passé. Par contre, une chose qui peut être rédhibitoire pour certaines personnes, je suppose, c'est que pour le coup, cette deuxième extension ne sera jamais faisable sans un maître du jeu pour animer la partie, parce qu'il y a vraiment trop de... Enfin, il commence à y avoir trop de règles qui impliquent... comment dire? Si on n'avait pas de maître du jeu, il faudrait qu'on ait vraiment des personnages très 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 conciliants et très 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 honnêtes. Donc du coup, pour être sûr qu'il n'y ait aucune triche, aucun débordement, que tout se passe bien, et que, vu que c'est un jeu qui joue beaucoup sur les informations cachées, il n'y ait pas des informations balancées à tort et à travers, je pense que pour jouer avec la deuxième extension de ce jeu, il faudra impérativement un maître du jeu. Voili voilou. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose en cela que la deuxième extension, bah déjà c'est la deuxième extension, donc vous pouvez déjà jouer au jeu de base, jouer à la première extension, et vraiment si vous êtes pro entre guillemets du jeu, que vous avez vraiment kiffé, eh bien peut-être vous laisser tenter par la deuxième, et à ce moment-là, avoir besoin d'un maître du jeu ne vous semblera peut-être pas si important. Bref, voilà concernant Mission Secrète. Je peux vous dire aussi que Chassoine en ce moment dessine énormément, elle arrête pas de m'envoyer des dessins pour des illustrations pour les cartes de Mission Secrète, et à chaque dessin je tombe d'étonnement et de... de ravissement. Je trouve qu'elle fait du super bon taf et je suis vraiment super content de la direction que ça prend et de la vitesse à laquelle elle travaille, c'est fou. Bref, du coup, de ce côté-là, vraiment que des bonnes nouvelles. Et j'ai pu également leur faire tester du coup le deuxième jeu de société que je suis en train de développer, qui se nomme La Nuit des Monstres.
Et là, pour le coup, La Nuit des Monstres, bah, j'en suis au very early access, si on peut dire. Et du coup, il y a très peu de cartes, il y a encore des mécaniques du jeu qui ne sont pas du tout implémentées et dont on nommait carrément l'existence pour faire quelques petits tests. Mais disons que le jeu principal, enfin comment dire, les mécaniques principales sont viables. Du coup, on a commencé à jouer cela. Ça ressemblait peut-être plus à une simulation poussée qu'à vraiment à une vraie partie. Mais ça a permis quand même à mes amis de voir un petit peu de quoi il en retournait. Et j'ai été très heureux de voir que ça allait dans la direction que je le voulais. En cela que la remarque qui est revenue surtout, c'était que c'était plus simple que Mission Secrète et que c'était peut-être plus accessible à tout type de public, entre guillemets. Et c'était exactement l'intention que j'avais derrière, ne serait-ce que en implantant dans ce jeu un plateau de jeu qui, je trouve, aide beaucoup à fixer les règles, qui aide beaucoup peut-être le grand public ou les jeux familiaux à se dire ah oui d'accord, c'est comme ça, comme ça, comme ça que ça marche, et puis on met nos pions là, et puis on met nos cartes là, et voilà. Donc je pense que ça va être une bonne chose, et en tout cas c'est le sens dans lequel je voulais aller, donc je suis vraiment très content qu'ils aient relevé ça. Donc c'est plutôt encore une fois encourageant ce test entre amis. Et mais du coup je suis fort content et je vais continuer à m'atteler au développement de ces deux jeux de société. Du coup ça va, trop content de te revoir, à la tienne. À la tienne également Princess Crow, et ben, ça fait super plaisir que tu sois content de me revoir, je suis flatté. Je suis flatté, je suis flatté, et moi je suis très heureux de vous revoir tous venir régulièrement. J'ai un peu mes habitués comme ça et j'aime beaucoup cette sensation de bande de connaissances, parce que bon, on peut pas dire qu'on est amis, hein, forcément on se connaît à peine, on a une relation entre guillemets viewer-streamer. Mais c'est vrai qu'avec certains, on a pu dialoguer quelques soirs sur les Discord, de le mien ou des amis communs d'ailleurs. Enfin voilà, et on a pu beaucoup parler sur le chat, on a pu partager en message privé parfois. Et c'est vraiment cool d'avoir cette bande de connaissances et d'avoir de proche en proche, pardon, cet effet de collectivité, de communauté. Enfin, je trouve ça super cool. Donc, et en plus, c'est plein de bienveillance. Donc, vraiment, un grand merci pour cela. Et d'ailleurs, j'en profite pour rattacher ça au fait que nous avons dépassé les 4000 vues sur la chaîne Twitch. Donc, merci beaucoup pour cela, c'est grâce à vous. Et ça fait très plaisir, ça fait très chaud au cœur. Courage à toi et tous ceux qui y travaillent et testent. Merci Princess Crow, ça fait plaisir. Je ferai suivre tes encouragements à Chassoad, ça lui fera également plaisir. Et du coup, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire. J'aurai éventuellement 2-3 autres choses, mais vu que le live de ce soir, enfin la lecture de ce soir risque de durer peu de temps, j'ai pas forcément envie de faire durer le live. Donc on va tout de suite enchaîner avec la lecture. J'ai feuilleté un petit peu plus tôt dans la journée la nouvelle pour savoir où je pourrais effectuer une découpe. Et ça n'a pas été très facile de décider, à tel point que je n'ai pas su décider. Donc j'ai des idées de où ça pourrait être découpé, mais je ne suis pas encore sûr. Donc je pense que tout simplement je le verrai au fil de la lecture. Je vais lire, et quand je sens qu'on peut se faire une pause, je le ferai. Je pense qu'il n'y aura qu'une pause ce soir, comme je le disais, la lecture sera courte, donc une pause devrait suffire. En fait, le truc c'est que j'ai peut-être trouvé un endroit où faire une pause, mais ça ferait pas des phases de lecture équitables, c'est-à-dire que ça ferait une phase de lecture de 9 pages et une phase de lecture de 17 pages, donc c'est un peu déséquilibré, mais c'est là où ça me semblait être le plus legit. Donc voilà, je vais voir pendant la lecture, on verra bien. Je ferai un peu à mon aise, à ma guise. Et du coup, on va se lancer. Vous l'aurez remarqué peut-être dans cette introduction, je suis un peu endormi, j'ai un peu du mal à être énergique, donc j'espère que... Enfin, je vais essayer de me réveiller déjà, et je vais essayer de faire ça bien pour la lecture, de donner l'intonation que méritent les personnages, et la narration aussi, de ces textes. Et de Rudyard Kipling, pour lui rendre honneur quand même. Et du coup, je vais me lancer sans plus attendre, et bah, on va enchaîner avec la lecture. Je vous dis à tout à l'heure dans le chat. Bonne écoute Princess Claw, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre, bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube, et à tout à l'heure pour la pause. Le phoque blanc.
Dors, mon baby, la nuit est derrière nous, et noires sont les eaux qui brillaient si vertes. Par-dessus les brisants, la lune nous cherche au repos entre leurs seins soyeux et doux. Où flot touche flot, fais-la ton nid clos, roule ton corps las, mon petit nageur. Ni vent ni requin t'éveille ou te blesse, dormant dans les bras des lents flots berceurs. Berceuse phoque. Les choses que je vais dire sont arrivées il y a plusieurs années en un lieu appelé Novastochna, à la pointe nord-est de l'île de Saint-Paul, là-bas, dans la mer de Bering. Limerchin, leur roitelet d'hiver, m'a raconté l'histoire quand il fut jeté par le vent dans le gréement d'un steamer en route pour le Japon. Je l'avais descendu dans ma cabine, réchauffé et nourri durant 2 jours, jusqu'à ce qu'il fût en état de retourner à Saint-Paul. Limerchin est un drôle de petit oiseau, mais qui sait dire la vérité. Personne ne vient à Novastochna, hormis pour affaires, et les seuls gens qui y aient là des affaires régulières sont les phoques. Ils y abordent pendant les mois d'été, et c'est par centaines et centaines de milles qu'on les voit émerger de la froide mer grise. Car la grève de Novastochna offre plus de commodités aux phoques que nul lieu du monde. Sea Catch le savait. Aussi, chaque printemps, partait-il à la nage, d'où qu'il se trouvât, fonçant comme un torpilleur droit sur Novastochna, où il passait un mois à se battre avec ses camarades pour une bonne place dans les rochers, aussi près de la mer que possible. Sea Catch avait 15 ans d'âge. C'était un énorme phoque gris, dont la fourrure sur les épaules ressemblait à une crinière, et qui montrait de longues canines à l'air mauvais. Quand il se soulevait sur ses nageoires de devant, il dominait le sol de 4 pieds au moins, et son poids, si quelqu'un eût osé le peser, aurait atteint près de 700 livres. Il était tout couvert de cicatrices de ses furieuses batailles, mais toujours prêt à une bataille de plus. Il mettait sa tête de côté comme s'il avait peur de regarder son ennemi en face, mais il la projetait en avant, plus prompt que la foudre, et une fois les fortes dents fixées dans le cou d'un autre phoque, l'autre phoque s'en tirait comme il pouvait. Mais Sea Catch ne l'y aidait pas. Pourtant Sea Catch n'aurait jamais attaqué un phoque déjà battu, car cela était contre les lois de la grève. Tout ce qu'il lui fallait, c'était son emplacement près de la mer pour y établir son ménage, mais comme il se trouvait 40 ou 50 000 autres phoques en quête tous les printemps de la même chose, les sifflements, les meuglements, les hurlements et les roquements qu'on entendait sur la grève faisaient un terrible concert. D'une petite colline, appelée Hutchinson's Hill, on pouvait découvrir 3 miles et demi de terrain couverts de phoques en train de combattre, et l'écume se tachetait sur toute la baie de têtes de phoques se hâtant vers la terre pour y prendre leur part de bataille. Ils se battaient dans les brisants, ils se battaient sur le sable, ils se battaient sur les basaltes, polis par l'usage, des rochers où s'établissaient les nurseries, car ils étaient tout aussi stupides et difficiles à vivre que des hommes. Leurs compagnes n'arrivaient jamais à l'île avant la fin de mai ou le commencement de juin, ne tenant pas à être taillées en pièces, et les jeunes phoques de 2, 3 et 4 ans qui n'avaient pas encore commencé la vie de ménage s'avançaient d'un demi-mille environ à l'intérieur des terres, à travers les rangs des combattants, et jouaient sur les dunes par troupeaux et par légions, effaçant jusqu'à la moindre trace de verdure alentour. On les appelait les Olushiki, les célibataires, et il y en avait peut-être 200 ou 300 000 à Novastochna seulement. Sea Catch venait de livrer son 45e combat, un printemps, quand Matka, son épouse, la douce et souple Matka aux yeux caressants, sortit de la mer. Il la saisit par la peau du cou, la posa brutalement sur sa réserve, et grogna. « En retard, comme à l'ordinaire. Où donc as-tu bien pu aller ?» Sea Catch avait l'habitude de ne rien manger pendant les 4 mois qu'il demeurait sur les grèves. Aussi son humeur était-elle généralement bourrue. Matka, trop avisée pour répondre sur le même ton, regarda autour d'elle et roucoula. « Quelle bonne pensée! Tu as pris le vieil endroit cette fois encore. »« Je crois bien que je l'ai pris, » dit Sea Catch. « Regarde-moi !» Il se montra déchiré, saignant en 20 endroits, un œil quasi crevé, les flancs à l'état de loques. « Oh, ces hommes, dit Matka en s'éventant avec sa nageoire postérieure. « Pourquoi ne pouvez-vous être raisonnable et convenir de vos emplacements avec tranquillité? Tu as l'air de t'être battu avec Killer Whale. »« Je n'ai fait autre chose que de me battre depuis le milieu de mai. La grève est encombrée cette année, c'est une honte. J'ai rencontré au moins 100 phoques de Lucannon à la recherche d'un logis. Pourquoi les gens ne restent-ils pas chez eux? J'ai souvent pensé que nous nous trouverions beaucoup mieux d'aborder à Outer Island, au lieu de choisir cette grève encombrée, dit Matka. Bah, les Olushiki seuls vont à Outer Island. On dirait que nous avons peur. Il y a des apparences à garder, ma chère.
Sikatch enfonça fièrement sa tête entre ses fortes épaules et fit semblant de dormir quelques minutes, mais d'un œil seulement, car il se tenait strictement sur ses gardes en vue d'une bataille possible. Maintenant que tous les phoques et leurs femelles étaient à terre, on pouvait entendre leurs clameurs à plusieurs miles au large, au-dessus des plus bruyantes tempêtes. Au plus bas mot, il y avait 1 million de phoques sur la grève, vieux phoques, mères phoques, petits phoques et Olushiki. Combattant, se roulant, rampant et jouant ensemble, descendant à la mer et revenant en troupes et en régiments, couvrant chaque pied de terrain aussi loin que l'œil pouvait atteindre, partant par brigades en escarmouche à travers le brouillard. Il fait presque toujours du brouillard à Novastochna, sauf quand le soleil paraît pour donner à toute chose, l'espace d'un instant, des aspects de perles et d'arc-en-ciel. Kotick, le baby de Matka, naquit au milieu de cette confusion. Il était tout en tête et en épaules, avec de pâles yeux bleus couleur d'eau, comme sont les tout petits phoques. Mais il y avait quelque chose de la teinte de son pelage qui le fit examiner de très près par sa mère. « Sikatch, dit-elle enfin, notre baby va être blanc. »« Coquilles vides et goémons secs, éternua Sikatch. Il n'y a jamais eu au monde rien qui ressemblât à un phoque blanc. »« Ce n'est pas ma faute, dit Matka. Il y en aura un maintenant. » Et elle chanta à mi-voix la lente chanson que toutes les mères phoques chantent à leur baby. Ne nage pas avant d'avoir 6 semaines, où ta tête sera coulée par tes talons. Et moussons d'été, requins et baleines sont mauvais pour les bébés phoques. Mauvais pour les bébés phoques, mon rat, plus mauvais que rien ne peut l'être. Mais barbote et deviens fort, et tu n'auras jamais tort, libre enfant de la mer ouverte. Le petit, naturellement, ne comprenait pas tout d'abord les paroles. Il pagayait et barbotait à côté de sa mère, et apprenait à déblayer le terrain quand son père se battait avec un autre phoque, et que les deux roulaient et rugissaient à travers les rochers glissants. Matka allait au large chercher des choses à manger, et le baby n'était nourri qu'une fois tous les 2 jours, mais alors, il mangeait comme 4 et en profitait. La première chose qu'il fit, ce fut de ramper vers l'intérieur. Là, il rencontra des dizaines de miles de... La première chose qu'il fit, ce fut de ramper vers l'intérieur. Là, il rencontra des dizaines de milles de babies de son âge, et ils jouèrent ensemble comme de petits chiens, s'endormant sur le sable clair et se remettant à jouer. Les vieilles gens des nurseries ne s'en occupaient pas. Les Olushiki s'en tenaient à leur propre territoire, et les babies s'amusaient merveilleusement. Quand Matka revenait de sa pêche en eau profonde, elle allait droit à leur lieu de récréation et appelait comme une brebis appelle son agneau, jusqu'à ce qu'elle entendît bêler Kotick. Alors elle se dirigeait vers lui en stricte ligne droite, se lançant de côté et d'autre avec ses nageoires de devant, et jetant les jeunes phoques cul par-dessus tête. Il y avait toujours quelques centaines de mères en quête de leurs enfants à travers le terrain des jeux, et les babies avaient grand besoin d'ouvrir l'œil, mais comme Matka disait à Kotick, « Tant que tu ne te vautres pas dans l'eau bourbeuse pour y prendre la gale, tant que tu ne te mets pas de sable sec dans une coupure ou une éraflure, et tant que tu ne nages pas quand la mer est grosse, aucun mal ne peut t'arriver ici. » Les petits phoques ne savent pas mieux nager que les petits enfants, mais ils ne sont pas heureux jusqu'à ce qu'ils aient appris. La première fois que Kotick descendit à la mer, une vague l'emporta, lui fit perdre pied. Sa grosse tête s'enfonça et ses petites nageoires de derrière se dressèrent en l'air exactement comme sa mère le lui avait dit dans la chanson. En effet, si la vague suivante ne l'avait rejeté vers le bord, il se serait noyé. Après cela, il apprit à rester étendu dans une flaque de la grève, à se laisser tout juste recouvrir par le flux de chaque vague qui le soulevait, tandis qu'il bégayait. Mais il veillait toujours d'un œil pour voir arriver les grosses vagues qui peuvent faire mal. Il fut 2 semaines avant d'apprendre l'usage de ses nageoires, et tout ce temps, il se traîna du rivage dans la mer, de la mer sur le rivage, toussant, grognant, remontant la grève à plat ventre, dormant comme un chat sur le sable, puis se remettant à l'eau jusqu'à ce qu'enfin, il se sentit vraiment en possession de son élément. Vous pouvez imaginer quel bon temps, alors, il prit avec ses camarades, les plongeons sous les lames, les chevauchés sur la crête d'un brisant, les arrivées à terre avec un éternuement et un pouf, tandis que la grande vague filait en écumant très haut sur le rivage. La joie de se tenir tout droit sur sa queue et de se gratter la tête comme font les vieilles gens, ou de jouer à « Je suis le roi du château » sur les roches herbues et glissantes qui affleuraient à ras d'écume. Parfois, il voyait un mince aileron, semblable à l'aileron d'un gros requin, dérivant au large, non loin du bord, et il savait que c'était le cachalot tueur, le grand pouce, qui mange les jeunes phoques lorsqu'il peut les prendre. Et Kotick fonçait vers la grève comme une flèche, et l'aileron s'en allait, nous voyant lentement, comme s'il ne cherchait rien du tout. À la fin d'octobre, les phoques commencèrent à quitter Saint-Paul pour la haute mer, par familles et par tribus. Les batailles cessèrent autour des nurseries, et les Olushiki jouaient où bon leur semblait. « L'année prochaine, dit Matka à Kotick, tu seras un Olushiki. Mais cette année,
Il faut que tu apprennes à prendre du poisson. » Ils se mirent tous deux en route à travers le Pacifique, et Matka montra à Kotick comment dormir sur le dos, les nageoires proprement bordées et son petit nez juste hors de l'eau. Il n'y a pas de berceau plus confortable que la longue houle balancée du Pacifique. Lorsque Kotick sentit des picotements sur toute la surface de la peau, Matka lui dit qu'il connaissait maintenant le toucher de l'eau, que ces élancements et ces picotements annonçaient du gros temps en route, et qu'il fallait souquer dur et fuir devant l'orage. « Avant longtemps, dit-elle, tu sauras vers où nager, mais pour l'instant, nous suivrons Sipig, car il est très sage. » Une bande de marsouins plongeait et filait à travers l'eau, et le petit Kotick les suivit de toute sa vitesse. « Comment savez-vous la route » souffla-t-il. Le chef de la bande roula son œil blanc et plongea. « Ma queue m'élance, jeunesse, dit-il. C'est signe de grain derrière nous. Viens, viens. Quand on est au sud de l'eau lourde, il voulait dire l'équateur, et qu'on éprouve des élancements dans la queue, cela signifie qu'il y a un orage devant soi, et qu'il faut gouverner nord. Viens, l'eau ne me dit rien de bon par ici. » Ce fut une des nombreuses choses qu'apprit Kotick, et chaque jour il en apprenait de nouvelles. Matka lui enseigna à suivre la morue et le flétan, le long des bancs sous-marins, à extirper les bêtes de rochers de leurs trous parmi les goémons, à longer les épaves par 100 brasses de fond en filant un hublot, raide comme balle, pour sortir par un autre à la suite des poissons, à danser sur la crête des vagues, tandis que les éclairs se pourchassent à travers le ciel, et à saluer poliment de la nageoire l'albatros à queue tronquée et la frégate, tandis qu'ils descendent le vent, à sauter 3 ou 4 pieds hors de l'eau comme un dauphin, nageoires au flanc et queue recourbée, à laisser les poissons volant tranquilles parce qu'ils sont tout en arête, à happer l'épaule d'une morue à toute vitesse par 10 brasses, et à ne jamais s'arrêter pour regarder une embarcation ou un navire, mais surtout un canot à rame. Au bout de 6 mois, ce que Kotick ignorait encore de la pêche en eau profonde ne valait pas la peine d'être su, et tout ce temps, il ne se posa pas une fois sur la terre ferme. Un jour cependant, comme il flottait à moitié endormi dans l'eau tiède quelque part au large de l'île Juan Fernandez, il sentit un malaise et une paresse l'envahir, tout comme les humains lorsqu'ils ont le printemps dans les jambes. Et il se rappela le bon sable ferme des grèves de Novastochna, à 2000 lieues de là, les jeux de ses camarades, l'odeur du varech, le cri des phoques et leurs batailles. À la même minute, il mit le cap au nord, nageant d'aplomb, et, comme il allait, il rencontra des douzaines de ses compagnons, tous à même destination, qui lui dirent « Salut Kotick, cette année nous sommes tous au Luchiki. Nous pourrons danser la danse du feu dans les brisants de Lucanon et jouer sur l'herbe neuve. Mais où as-tu pris cette robe ?» Le pelage de Kotick était d'un blanc presque immaculé maintenant, et quoiqu'il en fût très fier, il répondit seulement « Nagez vite, j'ai des crampes dans les os, tant il me tarde de revoir la terre. » Et nous allons nous arrêter là pour cette première phase de lecture. Nous allons donc marquer une courte pause, les amis. Je viens vous voir dans le chat et vous répondre. Du coup, je vous lis. Bonsoir et bienvenue Fallen Angel, et bonsoir et bienvenue Crunedor. Et mince, Fallen Angel, si tu as eu des problèmes à suivre le live, j'en suis désolé, j'espère que tout va bien maintenant. Visiblement oui, vu que apparemment t'as parlé un peu avec tout le monde. Bienvenue Crunedor, bienvenue Fallen Angel, ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait vraiment même très plaisir de voir à quel point vous êtes assidus. Crunedor, en plus, ça fait peu de temps que tu as commencé à suivre les lives, donc ça fait super plaisir juste de voir que tu continues. I love your style. Merci Lévis. Dis-moi si je dois dire Lévis numéro 1, Lévis. Enfin, dis-moi comment tu préfères que je prononce ton pseudo, tout simplement. Je suppose que c'est Lévis. En tout cas, bonsoir et bienvenue. Ça fait plaisir de ton compliment. Ça y est, je ne parle plus français. Merci pour ton compliment, Lévis. Ça fait très plaisir. Je suis désolé, vous l'entendez certainement, et je vous l'ai déjà signifié en début de live, mais je suis vraiment éclaté de fatigue. J'ai l'impression que ça se ressent beaucoup. Surtout quand je parle avec vous, pardon. Mais même dans la lecture, j'ai l'impression de beaucoup bégayer et beaucoup hésiter, tout simplement parce que je suis vraiment KO, j'ai besoin de dormir en vérité. J'espère que la lecture vous est quand même agréable et que ce début d'histoire vous aura plu et intéressé. De toute manière, on va enchaîner dans quelques minutes, n'ayez pas peur, on va lire cette nouvelle entièrement ce soir. En tout cas,
pour un début de nouvelle, j'aime beaucoup personnellement. J'aime beaucoup le fait que ce soit avec des animaux tout à fait différents de ceux qu'on a pu voir jusqu'à présent dans le livre de la jungle. Et en fait, j'aime beaucoup le fait que c'était Princess Crow, je crois, et Fallen Angel aussi, qui se demandait, enfin qui était intrigué par le titre Le Phoque Blanc, en se disant pourquoi il y aurait un phoque dans la jungle. Et je trouve ça super fun en fait que justement dans le livre de la jungle, il n'y ait pas que des histoires de la jungle. Genre là c'est vraiment, on est totalement parti autre part. D'ailleurs les sonorités des noms propres, donc des noms des personnages et des noms de villes, de lieux, laissent voir qu'on n'est vraiment pas au même endroit géographiquement que dans le livre de la jungle. Enfin que dans les premières nouvelles du livre de la jungle. Donc je trouve ça vachement cool en fait. Je m'y attendais encore moins du coup. Et on pourrait se dire c'est bizarre que ça soit réuni de cette manière et tout. Mais je trouve qu'il y a vraiment une similitude dans le fait que voilà, ce soit que des histoires avec des animaux, etc. Qu'il y a pas une morale ou un ton moralisateur, mais disons qu'il y a des petites histoires qui montrent le mode de vie de certaines catégories d'animaux, etc. Enfin bon, bien sûr c'est totalement fictionné, hein, mais je trouve ça legit que ce soit sur le même recueil. Et j'aime beaucoup ce début de nouvelle en vérité. Et j'aime beaucoup le fait que... alors il faut que je retrouve ce que j'allais dire. Désolé, je suis en train de mourir des chauds. Ah oui, j'aime beaucoup un tout petit détail. Mais le fait que... alors c'est à quelle page? Le fait qu'il parle de la loi... alors ouais, c'est pas la loi de la jungle, c'est la loi de la grève, je crois. Mais du coup, je trouve ça marrant qu'il ait gardé cette idée que chaque groupe d'animaux a sa loi, entre guillemets, et ses codes, ses us et coutumes, entre guillemets. Et enfin, je trouve ça super intéressant, super marrant, super fun, et juste une super bonne idée. Donc voilà. Princess Clove, oui, t'en fais pas. Oui, c'est genre un recueil d'histoire animale. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et en plus, enfin, personnellement, je pense que c'est sûr à 99% que j'achèterai le second livre de la jungle, parce que pour le moment, je l'ai beaucoup apprécié. Et du coup, c'est cool parce que j'ai d'autant plus hâte de découvrir d'autres choses. Donc là, j'ai vraiment hâte qu'on aille sur des histoires qui ne mettent pas en scène Mowgli. Et c'est le cas ce soir, et pour le moment, j'en suis très content. Et en même temps, j'ai très hâte de retourner sur l'histoire de Mowgli. Donc c'est pour ça que dans le second livre de la jungle, je devrais aussi avoir, entre guillemets, ma satisfaction. Puisque on va retrouver tous ces personnages, Bagheera, Mowgli, Baloo, etc. je suppose. Donc voilà, c'est cool parce que pour le moment, cette lecture dont je n'attendais pas grand chose, enfin, je m'attendais même plutôt à ne pas l'apprécier, et c'est une très bonne surprise. Donc comme quoi, il ne faut pas être fermé dans la vie, et il faut parfois tenter des choses qui nous bottent un peu moins, parce que ça peut être de merveilleuses surprises. Et écoutez les amis, je vais relancer la lecture de ce pas, tout simplement parce que je veux pas faire durer le live une éternité, alors que la lecture sera courte ce soir, comme je le répétais. On a déjà fait une première partie, on va faire la deuxième qui sera la suite et la fin de cette nouvelle, et ensuite on mettra fin du coup à ce live, puisque comme je le disais, en ce moment je ne fais que... enfin je fais des lives plus courts pour qu'on puisse finir le livre de la jungle rapidement en faisant une nouvelle, un live à chaque fois. Bref, j'arrête de tergiverser et on est reparti avant que je ne m'endorme sur ma lecture, tellement je suis vraiment claqué, je vous jure, là c'est... j'ai passé 2 jours à ne pouvoir presque pas dormir, c'est intense. Je crois que ça fait très longtemps, si ce n'est jamais dans ma vie, que j'ai atteint un tel niveau de fatigue. Mais je voulais à tout prix faire ce live ce soir, tout simplement parce que sinon ça me mettait, entre guillemets, dans la merde par rapport au programme que j'avais établi pour les prochains lives. Donc voilà. Je vais me donner du courage, comme le fait Princess Crow, merci à toi. Et tout simplement, on va se relancer dans la lecture. Fallen Angel, je ne perds rien de la lecture, mais le chat bug à tout bout de champ. Désolé si je ne réponds pas à certains messages. Ok Fallen Angel, c'est pas grave, écoute, hein, tu fais comme tu peux. C'est déjà fort gentil de suivre la lecture. Et j'espère qu'elle te plaît du coup. Et merci pour vos encouragements les amis, ça fait très plaisir.
On est reparti directement. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Du coup, je sais pas qui est resté au final, mais bonne écoute Crunedor, bonne écoute Princess Crow, bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Levis, et bonne écoute à tous ceux dans l'ombre. Je vous reviens tout à l'heure pour l'outro de ce live. À tout à l'heure, bonne écoute. C'est ainsi qu'ils arrivèrent aux grèves où ils étaient nés, et ils entendirent de loin les vieux phoques, leur père, combattre dans la brume pesante. Cette nuit-là, Kotick dansa la danse du feu avec les jeunes phoques de l'année. La mer est pleine de feu, pendant les nuits d'été, depuis Novastochna jusqu'à Lucanon, et chaque phoque laisse un sillage derrière lui, comme d'huile brûlante, et une flamme brusque lorsqu'il saute, et les vagues se brisent en grandes zébrures et en tourbillons phosphorescents. Plus ils remontèrent à l'intérieur jusqu'au terrain des Olushiki, se roulèrent du haut en bas dans les folles avoines nouvelles et se racontèrent des histoires sur ce qu'ils avaient fait pendant qu'ils couraient la mer. Ils parlaient du Pacifique comme les écoliers d'un bois d'où ils viendraient de gauler des noisettes, et si quelqu'un les eût compris, il aurait pu rentrer chez lui, dresser de cet océan une carte comme on n'en vit jamais. Les Olushiki de 3 et 4 ans dégringolèrent de Hutchinson's Hill en criant « Place, gosse, la mer est profonde, et vous ne savez pas encore tout ce qu'il y a dedans. Attendez d'avoir doublé le cap. Hé, petit, où as-tu pris cet habit ?»« Je ne l'ai pas pris, dit Kotick. Il a poussé tout seul. » Et au moment où il allait rouler son interlocuteur, 2 hommes à cheveux noirs, à face rougeaude et plate, sortirent de derrière une dune, et Kotick, qui n'avait jamais vu d'homme auparavant, toussa et mit la tête basse. Les Olushiki s'ébranlèrent pesamment de quelques mètres, puis restèrent immobiles à les dévisager stupidement. Les hommes n'étaient rien moins que Kirik Buterin, le chef des chasseurs de phoques de l'île, et Patalamon, son fils. Ils venaient d'un petit village à moins d'un demi-mile des nurseries, et ils s'occupaient de décider quels phoques ils rabattraient vers les abattoirs, car on mène les phoques tout comme des moutons, pour être par la suite transformés en jaquettes fourrées. « Oh » dit Patalamon, « regarde, voilà un phoque blanc !» Kirik Buterin devint presque pâle sous sa couche d'huile et de fumée, car il était aléoute, et les aléoutes ne sont pas des gens soignés. Puis il marmotta une prière. « Ne le touche pas, Patalamon. Il n'y a jamais eu de phoque blanc depuis que je suis né. Peut-être que c'est l'esprit du vieux Zaharov qui s'est perdu l'année dernière dans un gros coup de vent. »« Je passe au large, dit Patalamon. Ça porte malheur. Vous croyez vraiment que c'est le vieux Zaharov qui revient? Je lui dois quelque chose pour des œufs de mouette. »« Ne le regarde pas, dit Kirik. Rabat cette troupe de 4 ans. Les hommes devraient en écorcher 200 aujourd'hui, mais c'est le début de la saison, et ils sont 9 à l'ouvrage. 100 suffiront. Vite !» Patalamon secoua une paire de castagnettes formées de 2 clavicules de phoque devant un troupeau de Olushiki, et ceux-ci s'arrêtèrent net, reniflant et soufflant. Puis, il s'approcha. Les phoques se mirent en mouvement, et Kirik les mena vers l'intérieur sans qu'ils essayassent une fois de rejoindre leurs compagnons. Des centaines et des centaines de phoques virent emmener les autres, mais ils continuèrent à jouer comme si de rien n'était. Kotick fut le seul à poser des questions, et aucun de ses camarades ne put rien lui dire, sinon que les hommes menaient toujours les phoques de cette manière pendant 6 semaines ou 2 mois chaque année. « Je vais les suivre, dit-il, et les yeux lui sortaient presque de la tête comme il clopinait derrière le troupeau. « Le phoque blanc vient derrière nous !» cria Patalamon. « C'est la première fois qu'un phoque est jamais venu aux abattoirs tout seul. »« Ne regarde pas en arrière, dit Kirik. Je suis sûr maintenant que c'est l'esprit de Zaharov. Il faut que j'en parle au prêtre. » La distance jusqu'aux abattoirs n'était que d'un demi-mile, mais elle prit 1 heure à couvrir, car si les phoques allaient trop vite, Kirik savait qu'ils s'échaufferaient, et qu'alors leur fourrure s'en irait par plaques lorsqu'on les écorcherait. De sorte qu'ils allèrent très lentement, passer Sea Lion's Neck et passer Webster House, jusqu'à ce qu'ils atteignissent le saloir situé juste hors de vue des phoques de la grève. Kotick suivit, haletant et perplexe. Il se croyait au bout du monde, mais les cris des nurseries derrière lui résonnaient aussi haut que le bruit d'un train dans un tunnel. Enfin, Kirik s'assit sur la mousse, tira une lourde montre d'étain et laissa le troupeau fraîchir pendant 30 minutes. Et Kotick pouvait entendre la rosée du brouillard s'égoutter du bord de son bonnet. Puis 10 ou 12 hommes, chacun armé d'une massue bandée de fer et longue de 3 ou 4 pieds, s'approchèrent. Kirik leur désigna 1 ou 2 individus de la bande qui avaient été mordus par leurs camarades ou s'étaient échauffés, et les hommes les jetèrent de côté à grands coups de leurs lourdes bottes faites en peau de gorge de morse. Alors Kirik dit « Allez !» et les hommes se mirent à assommer les phoques le plus vite qu'ils pouvaient. 10 minutes plus tard, Kotick ne reconnaissait plus ses amis, car leur peau, soulevée du nez aux nageoires postérieures, arrachée d'un coup sec, gisait à terre en tas. C'en était assez pour Kotick.
Il fit volte-face et partit au galop. Un phoque peut galoper très vite pour peu de temps. Vers la mer, sa petite moustache naissante tout hérissée d'horreur. À Sea Lion's Neck, où les grands lions de mer siègent au bord de l'écume, il se jeta, nageoire par-dessus tête, dans l'eau fraîche, et se mit à se balancer en soupirant misérablement. « Y voilà !» dit un lion de mer rudement, car en règle générale, les lions de mer s'en tiennent à leur propre société. « Chou, chou, je suis seul, tout seul, dit Kotick. On est en train de tuer tous les Holushiki, sur toutes les grèves. » Le lion de mer tourna les yeux vers la terre. « Absurde, dit-il. Tes amis font autant de bruit que jamais. Tu as de voir le vieux Kirik en train de nettoyer une bande. Il y a 30 ans qu'il fait ce métier. »« C'est horrible, dit Kotick en s'arc-boutant dans l'eau, tandis qu'une vague le couvrait, et reprenant l'équilibre d'un coup de nageoire en hélice qu'il arrêta à 3 centimètres d'une déchiqueture de rocher. « Pas mal pour un petit Dolan, dit le lion de mer, qui était à même d'apprécier un bon nageur. Je suppose qu'à votre point de vue, c'est en effet assez vilain, mais vous autres, phoques, comme vous persistez à venir ici d'année en année, les hommes arrivent naturellement à le savoir, et si vous ne pouvez pas trouver une île où les hommes ne viennent jamais, vous serez toujours abattus. »« N'y a-t-il pas d'île pareille ?» commença Kotick. « J'ai suivi le pôle tous, le flétan, pendant 20 années, et je ne peux pas dire que je l'ai trouvé encore. Mais écoute, tu sembles prendre plaisir à causer avec tes supérieurs. Pourquoi ne vas-tu pas à Walrus Islet parler à Sivitch? Il sait peut-être quelque chose. Ne te presse pas comme cela. C'est une traversée de 6 miles, et à ta place, je me mettrais à sec et ferais un somme auparavant. » Kotick jugea la vie bon. Aussi, de retour à sa propre grève, se mit-il à sec et dormit-il une demi-heure, avec des frissons tout le long du corps à la manière des phoques. Puis il mit le cap sur Walrus Islet, petit plateau bas d'îles rocheuses presque en plein nord-ouest de Novastochna, tout en langue de rocher et en nid de mouettes où les morses vivaient entre eux. Il prit terre près du vieux Sivitch, le gros vilain morse bouffi et dartreux du nord Pacifique, au col épais et aux longues défenses, qui n'a de bonnes manières que lorsqu'il dort, comme il faisait en ce moment, ses nageoires de derrière baignant à moitié dans l'écume. « Éveille-toi » aboya Kotick, car les mouettes menaient grand bruit. « Ah, oh, hein, qu'est-ce que c'est » dit Sivitch. Et il heurta de ses défenses le morse qui était près de lui et l'éveilla. Celui-ci éveilla son voisin, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils fussent tous réveillés, écarquillant les yeux dans toutes les directions, sauf la bonne. « Hé, c'est moi » dit Kotick, pointant dans l'écume et semblable à une petite limace blanche. « Eh bien, que je sois écorché » dit Sivitch. Ils toisèrent tous Kotick, comme vous pouvez imaginer qu'un club de vieux messieurs somnolents toiserait un petit garçon. Kotick ne tenait pas à entendre parler davantage d'écorchement ce jour-là. Il en avait vu assez, de sorte qu'il est là. « N'y a-t-il pas un lieu où puissent aller les phoques, et où les hommes ne viennent jamais ?»« Débrouille-toi et trouve, » dit Sivitch en fermant les yeux. « Oh, nous avons affaire ici. » Kotick fit un saut de dauphin en l'air, et cria de toutes ses forces. « Mangeur de moules! Mangeur de moules! Mangeur de moules !» Il savait que Sivitch n'avait jamais pris un poisson de sa vie, mais déterrait toujours des coquillages et des algues, quoiqu'il se fît passer pour personnage terrible. Comme de juste, les Tchikis, les Goovergouskis et les Epatka, mouettes bourgmestres, mouettes tachetées et plongeons, qui cherchent toujours l'occasion d'être impolis, reprirent le cri, et comme Limoshin me l'a dit, pendant près de 5 minutes, on n'eût pas entendu un coup de fusil sur Walrus Islet. Toute la population piaulait et criait « Mangeur de moules! Starik! Vieil homme !» tandis que Sivitch roulait d'un flanc sur l'autre, grognant et toussant. « Et maintenant, me le diras-tu » dit Kotick tout essoufflé. « Va demander à Siko, » dit Sivitch. « S'il vit encore, il pourra te le dire. »« Comment connaîtrai-je Siko lorsque je le rencontrerai » dit Kotick en faisant une embardée pour s'en aller. « C'est dans la mer la seule chose plus vilaine que Sivitch. » Pardon, je me suis trompé de personnage. « C'est dans la mer la seule chose plus vilaine que Sivitch » cria une mouette bourgmestre en tournant sous le nez de Sivitch, plus vilaine et plus mal élevée. « Starik !» Kotick reprit à la nage le chemin de Novastochna, laissant crier les mouettes. Mais il ne trouva au retour nulle sympathie envers son humble tentative de découvrir un lieu sûr pour les phoques. On lui dit que les hommes avaient toujours mené les Holushiki, cela faisait partie de la besogne courante, et que s'ils n'aimaient pas avoir de lait de choses, ils n'avaient qu'à ne pas aller aux abattoirs. Mais aucun des autres phoques n'avait vu la tuerie, et c'est ce qui faisait la différence entre lui et ses amis. De plus, Kotick était un phoque blanc.
Ce qu'il te faut, dit le vieux Sikatch, après avoir entendu les aventures de son fils, c'est pousser et devenir un grand phoque comme ton père. Puis fonder une nurserie sur la plage, et alors ils te laisseront la paix. Dans 5 ans d'ici, tu devrais pouvoir te battre pour ton compte. Même la douce Matka, sa mère, lui dit « Tu ne pourras jamais empêcher les tueries. Va jouer dans la mer, Kotick. » Et Kotick s'en alla danser la danse du feu, son petit cœur très gros. Cet automne, il quitta la grève sitôt qu'il put, et se mit seul en route à cause d'une idée qu'il avait dans sa tête obstinée. Il trouverait Siko, si tel personnage existait dans l'étendue des mers, et il découvrirait une île paisible avec de bonnes grèves de sable ferme pour les phoques, où les hommes ne pourraient pas les atteindre. Infatigablement, tout seul, il explora l'océan du nord au sud du Pacifique, nageant jusqu'à 300 miles en un jour et une nuit. Il lui arriva plus d'aventures qu'on ne peut compter. C'est tout juste s'il échappa aux requins tachetés ainsi qu'aux marteaux, il rencontra tous les ruffians sans foi qui vagabondent à travers les mers, et les lourds poissons polis et les grands coquillages écarlates et tachetés qui restent à l'ancre au même endroit des centaines d'années et en tirent grand orgueil. Mais il ne rencontra jamais Siko, et jamais il ne trouva une île qui lui plut. Si la grève était bonne et ferme avec une pente douce où les phoques pussent jouer, il y avait toujours à l'horizon la fumée d'un baleinier qui faisait bouillir de la graisse, et Kotick savait ce que cela signifiait. Ou bien, il pouvait voir que les phoques avaient visité l'île autrefois, et y avaient été détruits par des massacres. Et Kotick se rappelait que là où les hommes sont déjà venus, ils reviennent toujours. Il fit route avec un vieil albatros à queue tronquée, qui lui recommanda l'île de Kerguelen, comme l'endroit rêvé pour la paix et le silence. Et lorsque Kotick descendit par là, c'est tout au plus s'il ne se fracassa pas en miettes contre de mauvaises falaises noires pendant un violent orage de grêle accompagné de foudre et de tonnerre. Pourtant, comme il souquait contre le vent, il put voir que même là, il y avait eu jadis une nurserie de phoques. Et il en était de même dans toutes les autres îles qu'il visita. Limmershin en énuméra une longue liste, car il disait que Kotick passa en exploration 5 saisons, avec chaque année un repos de 4 mois à Novastochna, où les Olushiki se moquaient de lui et de ses îles imaginaires. Il alla aux Galapagos, un horrible endroit desséché sous l'équateur, où il pensa être cuit par le soleil. Il alla aux îles de Géorgie, aux Orcades, à l'île d'Émeraude, à l'île du Petit Rossignol, à l'île de Bouvet, au Gros C, et jusqu'à une toute petite île au sud du cap de Bonne-Espérance. Mais partout le peuple de la mer lui répétait la même chose. Les phoques étaient venus à ces îles, dans les temps, mais les hommes les y avaient massacrés et détruits. Même un jour, après avoir nagé des centaines de lieues dans les eaux du Pacifique, en atteignant un endroit nommé le cap Corrientes, c'était à son retour de l'île de Goug, il trouva sur un rocher quelques centaines de phoques galeux qui lui dirent que les hommes venaient là aussi. Cela faillit le désespérer, et il doublait le cap en route vers ses grèves natales. Quand, sur le chemin du nord, il aborda dans une île couverte d'arbres verts, où il trouva un vieux, très vieux phoque qui se mourait. Kotick pêcha pour lui et lui conta tous ses échecs. « Maintenant, dit Kotick, je retourne à Novastochna, et, si je suis poussé vers les abattoirs avec les Olushiki, je ne m'en soucie plus. » Le vieux phoque, au contraire, l'encouragea. « Essaie une fois encore. Je suis le dernier de la tribu perdue de Massafuera, et au temps où les hommes nous tuaient par centaines de milles, il courait une légende sur les grèves au sujet d'un phoque blanc qui, un jour, descendrait du nord et conduirait le peuple des phoques en un lieu sûr. Je suis vieux, et je ne vivrai pas pour voir ce jour-là, mais d'autres le verront à ma place. Essaie une fois encore. » Kotick retroussa sa moustache, elle était superbe, et dit « Je suis le seul phoque blanc jamais né sur les grèves, et je suis le seul phoque blanc ou noir qui ait jamais pensé à chercher des îles nouvelles. » Cela le ragaillardit considérablement. Quand il revint à Novastochna, cet été-là, Matka, sa mère, le supplia de se marier et d'établir son ménage, car il n'était plus un Olushiki mais un Sikatch, ayant atteint sa pleine croissance, avec une crinière blanche et frisée sur les épaules, aussi lourd, aussi grand, aussi courageux que son père. « Donnez-moi une autre saison, dit-il. Rappelez-vous, mère, c'est toujours la 7e vague qui remonte la grève le plus haut. » Coïncidence assez bizarre, il se trouva une jeune phoque qui jugea comme lui qu'elle remettrait son mariage à l'an suivant, et Kotick dansa avec elle la danse du feu tout le long de la grève de Lucanon, la nuit qui précéda son départ pour sa dernière croisière. Cette fois, il se dirigea vers l'ouest, car il était tombé sur la piste d'un grand banc de flétans, et il avait besoin d'au moins 100 livres de poissons par jour pour se tenir en condition. Il les chassa jusqu'à ce qu'il fût las, puis il se mit en rond et s'endormit dans le creux de la houle qui bat Copper Island. Il connaissait parfaitement la côte, de sorte que, vers minuit, en heurtant doucement un lit de varech, il dit « il y a grosse marée ce soir. » Se retournant sous l'eau,
il ouvrit lentement les yeux et s'étira. Puis il sauta comme un chat en apercevant d'énormes choses qui musaient dans l'eau des eaux fonds et broutaient les lourdes franges des varechs. « Par les grands brisants de Magellan, dit-il dans sa moustache, qui donc de toute la mer profonde sont ces gens-là » Ils ne ressemblaient à rien. Morses, lions de mer, phoques, ours, baleines, requins, poissons, pieuvres ou coquillages que Kotick eût jamais vus auparavant. Ils avaient de 20 à 30 pieds de long. Pas de nageoires postérieures, mais une queue en forme de pelle qui paraissait taillée dans du cuir mouillé. Leurs têtes étaient les plus ridicules choses qu'on pût voir, et ils se balançaient sur le bout de leur queue en eau profonde lorsqu'ils ne paraissaient pas, se saluant solennellement les uns les autres, et agitant leurs nageoires de devant comme un gros homme agite des bras trop courts. « dit Kotick. « Bon plaisir, messieurs !» Les grosses créatures répondirent en dodelinant et en agitant leurs nageoires comme le frog footman. Quand ils se remirent à pâturer, Kotick vit que leurs lèvres supérieures étaient fendues en 2 morceaux, qu'ils pouvaient écarter d'environ 1 pied, pour de nouveau les joindre avec un boiseau de goémon dans la fente. Ils poussaient le varech dans leur bouche et mâchaient solennellement. « Sale manière de manger, fit Kotick. Ils dodelinèrent encore, et Kotick commença à perdre patience. « Très bien, dit-il. Ce n'est pas pour une articulation de plus que les autres dans votre nageoire de devant qu'il vaut la peine de faire tant d'embarras. Je crois que vous saluez gracieusement, mais je voudrais connaître vos noms. » Les lèvres fondues remuèrent, se tordirent. Les yeux vitreux et verdâtres s'arrondirent, mais ils ne parlèrent pas. « Eh bien, dit Kotick, vous êtes les seuls gens que j'ai jamais rencontrés qu'ils soient plus laids que Sivitch, et plus mal léchés. » Alors, il se souvint en un éclair de ce que la mouette bourgmestre lui avait crié quand il n'était qu'un petit de l'année à Walrus Islet, et il retomba en arrière dans l'eau. Il le voyait bien. Il avait enfin découvert Sicko. Les vaches marines continuaient de mâchonner, de pâturer et de ruminer dans le varech, et Kotick leur posa des questions dans toutes les langues qu'il avait ramassées au cours de ses voyages, car le peuple de la mer parle presque autant de langues que les êtres humains. Mais les vaches marines ne répondaient pas, car Sicko ne sait pas parler. Il n'a que 6 os dans le cou au lieu de 7, et on dit, dans la mer, que c'est cela qui l'empêche de parler, même avec ses semblables. Mais comme vous le savez, il possède une articulation de plus dans sa nageoire antérieure, et en l'agitant de haut en bas et de droite à gauche, il produit des mouvements qui répondent à une sorte de grossier code télégraphique. Au lever du jour, la crinière de Kotick se tenait debout toute seule, et sa patience était partie où vont les crabes morts. Alors, les vaches marines entreprirent de voyager très lentement du côté du nord, en s'arrêtant souvent pour tenir d'absurdes conciliabules tout en saluts grotesques, et Kotick les suivit en se disant « Des gens idiots à ce point se seraient fait massacrer depuis longtemps s'ils n'avaient découvert quelque île sûre. Et ce qui est assez bon pour Sicko est assez bon pour Sikatch. C'est égal, j'aimerais qu'il se dépêche. » Ce fut un voyage harassant pour Kotick. Le troupeau des vaches marines ne parcourait jamais plus de 40 ou 50 miles par jour, s'arrêtait la nuit pour brouter, et suivait la côte tout le temps, pendant que Kotick nageait autour, par-dessus et par-dessous, mais sans en obtenir rien de plus. À mesure qu'elles avançaient vers le nord, elles tenaient un conseil en salut toutes les quelques heures, et Kotick s'était presque rongé la moustache d'impatience lorsqu'il s'aperçut qu'elles remontaient un courant d'eau chaude. Alors son respect pour elles s'en accrut. Une nuit, elles se laissèrent couler à travers l'eau luisante, coulées comme des pierres, et pour la première fois depuis qu'il les connaissait, elles se mirent à nager vite. Kotick suivit, étonné de leur allure. Il n'avait jamais rêvé que Sicko existât comme nageur. Elles mirent le cap sur une falaise du rivage, une falaise dont le pied plongeait en eau profonde, et dans laquelle s'ouvrait un trou noir par 20 brasses de profondeur. Ce fut un long, très long parcours, et Kotick avait grand besoin d'air frais en émergeant du boyau sombre par lequel on l'avait conduit. « Par ma perruque, dit-il en débouchant en eau libre, à l'autre extrémité tout suffocant et soufflant. C'est un long plongeon, mais il en vaut la peine. » Les vaches marines s'étaient séparées et paissaient paresseusement sur les bords des plus belles grèves que Kotick eût jamais vues. Il y avait de longues bandes de rochers, polis par l'usure de l'eau, s'étendant sur des lieux exactement adaptés à l'installation de nursery phoques. Et il y avait en arrière, et remontant en pente douce, des terrains de jeu en sable dur. Il y avait des houles pour y danser, de l'herbe drue pour s'y rouler, des dunes à escalader et à dégringoler, et par-dessus tout, Kotick connut au toucher de l'eau, qui ne trompe pas un Sikatch, que jamais un homme n'était venu dans ces parages. La première chose qu'il fit, ce fut de s'assurer si la pêche était bonne. Puis il nagea le long des grèves et compta les délectables îlots bas et sablonneux, à demi cachés dans la brume vagabonde. Au nord s'étendait une ligne de fond, d'écueils et de rochers, qui ne permettrait jamais à un navire d'approcher à plus de 6 miles du rivage. Entre les îles et la terre courait un chenal d'eau profonde, où plongeait la falaise perpendiculaire. Et quelque part au-dessous des falaises
s'ouvrait la bouche du tunnel. « C'est un autre Novastoshnah, dit Kotick, mais 10 fois mieux. Siko doit être moins bête que je ne croyais. Les hommes même, s'il y avait ici des hommes, ne pourraient pas descendre des falaises et les récifs du côté de la mer Les hommes même, s'il y avait ici des hommes, ne pourraient pas descendre des falaises et les récifs du côté de la mer, réduiraient un navire en charpie. S'il est un lieu sûr dans la mer, c'est celui-ci. » Il se prit à penser à celle qu'il avait laissée à la tente. Mais, quoiqu'il eût hâte de rentrer à Novastoshnah, il explora complètement le nouveau pays, afin d'être en état de répondre à toutes les questions. Puis il plongea, reconnut une fois pour toutes l'embouchure du tunnel, et l'enfila dans la direction du sud. Personne autre qu'une vache marine ou un phoque n'eût soupçonné l'existence d'une telle retraite, et en se retournant vers les falaises, Kotick lui-même doutait d'y avoir abordé jamais. Il mit 10 jours à rentrer, quoique sans perdre de temps en route. Mais en prenant terre au-dessus de Sea Lion's Neck, la première personne qu'il en rencontra fut celle qu'il avait laissée à l'attendre. Elle comprit au regard de ses yeux qu'enfin, il avait trouvé son île. Mais les Olushiki, Sikatch son père lui-même, et tous les autres phoques se moquèrent de lui quand il leur conta sa découverte, et un jeune phoque d'à peu près son âge lui dit « Tout cela est bel et bon, Kotick, mais tu ne vas pas arriver du diable sait où pour nous y expédier à ta guise. Rappelle-toi que nous autres, nous venons de nous battre pour nos nurseries, ce que tu n'as jamais fait. Tu préfères vagabonder à travers la mer. » Les autres phoques éclatèrent de rire à ces paroles, et le jeune phoque se mit à hocher la tête de gauche à droite. Il s'était marié cette année-là, et en faisait beaucoup d'état. « Pourquoi me battrais-je, puisque je n'ai pas de nurserie ?» dit Kotick. « Je veux seulement vous montrer un endroit où vous serez en sûreté. À quoi bon se battre ?»« Oh, si tu te dérobes, bien entendu, je n'ai plus rien à dire !» fit le jeune homme avec un vilain ricanement. « Viendras-tu avec moi si j'ai le dessus ?» demanda Kotick, et une lueur verte flamba dans ses yeux, car il était furieux d'avoir à se battre. « Fort bien, » dit le jeune phoque négligemment. « Si tu as le dessus, je viens. » Il n'eut pas le temps de changer d'avis, car la tête de Kotick s'était détendue, et ses dents crochaient dans le gras du cou de son adversaire. Puis, il se rabattit sur ses hanches et traîna son ennemi le long de la grève, le secoua et le jeta à terre pour en finir. Alors, Kotick, s'adressant au phoque, rugit. « J'ai fait de mon mieux pour votre bien, au cours des 5 dernières saisons. Je vous ai trouvé l'île où vous serez en sécurité. Mais à moins d'arracher vos têtes à vos sottes épaules, vous ne me croirez pas. Eh bien, je vais vous apprendre maintenant. Garde à vous. » Limurchin m'a dit que jamais de sa vie, et Limurchin voit 10 000 grands phoques se battre tous les ans, que jamais dans toute sa petite vie, il n'avait vu rien de pareil à la charge de Kotick à travers les nurseries. Il se jeta sur le plus gros Sikatch qu'il put trouver, le happa à la gorge, l'étrangla, le cogna et l'assomma, jusqu'à ce que l'autre poussa le grognement de miséricorde. Puis le jeta de côté pour attaquer le suivant. Voyez-vous, Kotick n'avait jamais jeûné 4 mois durant, selon la coutume annuelle des grands phoques. Ses courses en haute mer l'avaient gardé en parfaite condition, et par-dessus tout, il ne s'était jamais encore battu. Toute blanche, sa crinière frisée se hérissait de colère, ses yeux flamboyaient, ses grandes canines brillaient. Il était splendide à voir. Le vieux Sikatch, son père, le vit passer comme une trombe, traînant sur le sable les vieux phoques grisonnants comme autant de plis, et culbutant les jeunes dans tous les sens. Et Sikatch cria « Il est peut-être fou, mais c'est le meilleur champion des grèves. N'attaque pas ton père, mon fils. Il marche avec toi. » Kotick rugit pour toute réponse, et le vieux Sikatch entra dans la lutte en se dandinant, la moustache hérissée et soufflant comme une locomotive, tandis que Matka et la fiancée de Kotick s'accroupissaient pour suivre le spectacle et admirer leur homme. Ce fut une magnifique bataille, car l'un et l'autre se battirent aussi longtemps qu'il resta le moindre phoque à oser lever la tête. Et lorsqu'il n'en resta plus, ils paradèrent fièrement sur la grève, côte à côte, en mugissant. À la nuit, comme les feux boréaux commençaient à scintiller et à danser à travers le brouillard, Kotick escalada un rocher nu et contempla les nurseries dispersées, les phoques meurtris et saignants. « Maintenant, dit-il, je vous ai donné la leçon que vous méritiez. »« Par ma perruque, dit le vieux Sikatch en se redressant avec raideur, car il était terriblement courbattu. Killer Whale ne les aurait pas plus mal arrangés. Fils, je suis fier de toi. Et mieux, je viendrai, moi, à ton île, si elle existe. Écoute, lourd pourceau de la mer. Qui m'accompagne au tunnel de Siko? Répondez, ou je recommence la leçon, rugit Kotick. Il y eut un murmure, pareil au frisoli de la marée, sur toute l'étendue des grèves. Nous viendrons, dirent des milliers de voix lasses. Nous suivrons Kotick, le phoque blanc. Alors, Kotick enfonça sa tête entre ses épaules et ferma les yeux orgueilleusement. Ce n'était plus un phoque blanc en ce moment. Il était rouge de la tête à la queue. Malgré cela,
il eût dédaigné de regarder ou de toucher une seule de ses blessures. Une semaine plus tard, lui et son armée, environ pour le moment 1 millier de Holushiki et de vieux phoques, prirent le chemin du nord vers le tunnel des vaches marines. Kotick les guidait, et les phoques qui demeurèrent à Novastochna les traitèrent de fous. Mais le printemps suivant, quand ils se trouvèrent tous parmi les bancs de pêche du Pacifique, les phoques de Kotick firent de tels récits des grèves d'au-delà le tunnel de Siko que des phoques de plus en plus nombreux quittèrent Novastochna. Sans doute, cela ne se fit pas tout de suite, car les phoques ne sont pas gens très malins, et il leur faut du temps pour peser le pour et le contre des choses. Mais d'année en année, un plus grand nombre d'entre eux s'en allaient de Novastochna, de Lucanon et des autres nurseries, vers les calmes grèves abritées où Kotick trône pour l'été, plus grand chaque année, plus gros et plus fort, pendant que les Holushiki jouent autour de lui en cette mer où nul homme ne vient. Lucanon. Ceci est une sorte d'hymne national phoque sur le mode triste. Au matin j'ai trouvé mes frères. Oh que je suis vieux. Là-bas où la houle d'été rugit au cap rocheux. Leur cœur montant couvre le chant des brisants, et de joie chante grève de Lucanon par 2 millions de voix. Chantez la lente sieste au bord de la lagune. Les escadrons soufflants qui descendent les dunes, les danses aux minuit fouettées de feux marins, grève de Lucanon avant que l'homme vînt. Au matin j'ai trouvé mes frères, jamais, jamais plus. Ils obscurcissaient le rivage, ils allaient par tribus. Du plus loin que portait la voix au large de la mer, nous élions les bandes en route et leur chantions la terre. Grève de Lucanon, l'avoine aux longs épis, la brume ruisselant, les lichens en tapis, les plateaux de nos jeux et leurs roches usées, grève de Lucanon, aux plages où je suis né. Au matin, j'ai trouvé mes frères, tristes, solitaires. Qu'on nous fusille dans l'eau, qu'on nous assomme sur terre, que l'homme nous mène au saloir, sot bétail orphelin. Pourtant, nous chantons Lucanon avant que l'homme vînt. En route au sud, ô Gouverrouska, va, dis notre deuil au roi des mers, tandis qu'hélas, vide, bientôt ainsi que l'œuf du requin mort, grève de Lucanon, tu nous connais encore. Et c'est la fin de cette nouvelle, le phoque blanc. Ça sera donc également la fin de ce live les amis. Et je viens avec vous pour l'outro. Et du coup, bonsoir Elyséum, qui nous a rejoint entre temps. Bonsoir également Fulen Sulenkin, qui nous parle, qui nous fait une private joke. C'est justement un des amis qui a testé mes jeux dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, je suis tout à fait d'accord avec l'avis de Princess Crow qui nous dit « Oh, elle est géniale cette nouvelle !» Je suis tout à fait d'accord, je la trouve très très simple, très très courte. Quoique au final, on a quasiment fait 1 heure, même un peu plus d'1 heure. Donc je pense qu'en termes de lecture, on aura fait genre 45 minutes, quelque chose comme ça. Et ouais, enfin, j'ai vraiment surkiffé cette nouvelle. Il y a encore ce... je trouve qu'elle se mixe vraiment bien dans le livre de la jungle, malgré que ce soit pas du tout les mêmes personnages, pas du tout les mêmes lieux géographiques, etc. Enfin bref. Mais je trouve qu'elle se mixe vachement bien en cela que il y a vraiment ces thèmes qui reviennent à chaque nouvelle, de découvrir et rencontrer les us et coutumes de chaque peuple d'animaux, et leur manière d'appréhender le monde, leur chant aussi, à chaque fois, ça je trouve c'est marrant, enfin, à quel point à chaque début de nouvelle, à chaque fin de nouvelle, il y a soit un chant, soit une... comment dire, pas un slogan, mais je ne trouve plus le mot, excusez-moi, une maxime, ou ce genre de choses, des proverbes entre guillemets, tout ça. Enfin ouais, je trouve que ça met vachement dans l'histoire. Et ouais, l'histoire de ce soir était vachement douce en fait. Je trouve ça très... En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle était vachement douce et en même temps elle est vachement triste et horrible. Enfin, il y a vraiment énormément de choses dans l'histoire de ce soir. Il y a vraiment l'horribilité, ça se dit pas, mais bon. Le côté horrible des hommes et de leur chasse qui est décrit de manière très crue, mais finalement très objective. Et ouais, qui a quelque chose de très sale, de très dérangeant. Et derrière,
Et derrière ce côté très doux avec le phoque blanc qui veut changer de vie et qui veut changer la vie de tous ses tous ses congénères entre guillemets. Et, par contre c'est marrant à quel point, parce que du coup je vois Princess Crow qui dit c'est vraiment une autre ambiance avec les mêmes thèmes, mais c'est marrant à quel point dans les nouvelles de Rudyard Kipling, en tout cas dans le livre de la jungle depuis les premières lectures qu'on a pu faire, il y a toujours ce thème quand même de la baston. C'est-à-dire que il y a beaucoup de conflits ou beaucoup de situations qui se règlent par la loi de la jungle entre... Enfin, non, la loi de la jungle, c'est pas ça dans le livre, mais grosso modo, la loi du plus fort, qu'on pourrait dire être la loi de la jungle, même si là c'est pas le cas, mais bon, bref. Vous m'avez compris. Du coup, oui, Fulansu, je décède totalement, je meurs de chaud, je suis hyper crevé et j'ai eu vraiment du mal à assurer ce live. J'espère que la lecture vous aura été agréable malgré tout les amis. Mais ouais, perso je me demande même si c'est pas ma nouvelle préférée de l'ouvrage pour le moment. Avec la chasse de K que j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin voilà. Et ouais voilà c'est ça Princess Crow, il y a un genre de fil conducteur quoi. Il y a vraiment beaucoup de thèmes qui se recoupent. Et ouais, c'est grave cool qu'il y ait eu une différente ambiance aussi. Moi, je trouve ça vachement sympa en termes d'immersion. Une autre ambiance grâce à rien qu'à la sonorité des noms des noms des personnages, des noms de lieux, etc. Je trouve ça vachement intéressant comme travail à faire. Enfin bref. Du coup, j'ai vachement apprécié comment a été écrite la nouvelle de ce soir. La prochaine fois, nous lirons une nouvelle, encore une fois, qui a un titre intriguant, puisqu'il s'agit de Rikki Tikki Tavi. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, et du coup, pour le coup, je sais même pas quels animaux vont être mis en jeu, enfin mis en scène, ni quel lieu. Mais bon, nous verrons bien, quoi. Et du coup, merci d'être passé, Fulansu, bonne soirée à toi, et bonne nuit. De toute manière, je vais bientôt aller me coucher, je n'en peux plus. Et oui, Elyséum, Rikki... Attends, je vais te le redire. Je vais reprendre pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Rikki Tikki Tavi. Rikki Tikki Tavi. Voilà. Donc voilà, ça sera cette nouvelle la prochaine que nous lirons le mercredi 11 juillet 2018 à 21h. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre ce soir-là. Et du coup, je crois avoir fait le tour. Parce que vraiment, je suis en train de mourir de chaud. Et en fait, le truc qui me dérange le plus, c'est vraiment la fatigue, là, je vous avoue. Et en fait, vu que je suis fatigué... comment dire ? Vu que je suis fatigué physiquement et psychiquement, on va dire... du coup, ça influe vachement. Et genre là, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Surtout que là, on a fait un live relativement court. Mais je vous avoue que là, à la fin de ce live, j'ai vraiment très mal à la gorge. Donc je vais pas forcer davantage, en espérant que d'ici 3 jours, je sois frais entièrement et complètement pour assurer une lecture de qualité. Je m'arrête là les amis. Un grand merci à tous ceux qui sont passés. Vous êtes nombreux à être passés ce soir, ça fait vraiment plaisir. Je vois également à l'instant, pardon je ne l'avais pas vu, Magali de Gaïa, dis-moi si je prononce bien ton pseudo. Donc Magali de Gaïa qui a follow, merci Magali de Gaïa pour ton follow, ça fait très plaisir et bienvenue parmi nous. J'espère te revoir du coup un de ces 4. Du coup si ça t'intéresse comme je le disais, n'hésite pas à venir mercredi à 21h. Et du coup, merci à tous ceux qui sont passés, merci Crunedor, merci Fallen Solenkin, merci Elyséum, merci Princess Crow, merci Fallen Angel, merci Levis et merci Magali de Gaïa. Ou de Gaïa. Merci à vous tous. Je m'arrête là. Bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine pour une prochaine lecture. Bye bye, des bisous.